comment a progressé l'IA en 2021. Donc ça, c'est un petit segment qu'on va faire. Donc là, vous voyez, on a les segments d'investissement, hein, d'accord. Donc vous les avez en centaines de millions de dollars. Donc on est sur du on est sur quelque chose où on était en 2013 sur pardon, pas en millions, on est en milliards, c'est bien ce que je me disais. Donc on était sur 5,2 milliards en 2013 et en 2021 on va passer à 176 milliards. Ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu les différentes composantes. Donc vous avez minority stake, donc ça c'est de l'investissement, hein, c'est ni plus ni moins que du VC, ce genre de choses, d'accord, où vous allez prendre une part minoritaire du capital, ou c'est des entreprises qui vont prendre une part minoritaire du capital. Vous avez de la fusion-acquisition, donc ça c'est une société qui en rachète une autre, ce genre de choses. Du private investment, donc là on est sur des rounds généralement un peu plus grands que minority stake, et on a du public offering, c'est-à-dire de l'IPO. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en 2014 on a eu une grosse IPO, depuis c'est assez faible, c'est-à-dire qu'il y a assez peu de compagnies quand même qui arrivent au stade de l'IPO, d'accord. La majorité des compagnies sont des compagnies qui se font racheter avant, d'accord. Parce que tout simplement pour les acteurs c'est quand même plus intéressant de comment s'appelle de les racheter assez tôt, et ça montre hop, pardon, hop là, ça montre la vision de la société à long terme. D'accord, donc tout ça, c'est des choses quand même qui sont positives et qui montrent que vous avez une volonté de énormément de sociétés d'aller acquérir des briques dans ce secteur-là. Plus de 80% de ce que vous voyez en orange là, hein, donc les 21 milliards de 2020 et les 72 milliards de 2021, c'est de l'acquisition, hein. Il y a assez peu de fusion dedans. D'accord. Ce qu'on voit aussi qui est important, c'est que les rounds d'investissement privés, ils ont monté massivement, hein. Vous voyez que vous commencez à avoir une première traction dans les années 2015-2016, et depuis, il n'y a pas une année où vous faites moins que l'année d'avant. C'est-à-dire chaque année, ça augmente massivement. Vous avez juste minority stake qui sont un peu plus... ça dépend du nombre de dossiers. En 2020, c'est parce qu'il y a eu un gros dossier. Mais la plupart du temps, c'est des dossiers quand même qui sont assez petits. Donc ça représente des sommes assez petites. D'accord. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que en gros, on est en hausse de 47% par rapport à 2020. Hein. Donc la hausse la plus notable, c'est la hausse des investissements privés qui passe de 46 milliards à 93,5 milliards, donc 103% de hausse. Hein. Et le bon, il profite avant tout aux startups qui ont des gros rounds d'investissement, parce qu'en 2020, on avait 4 startups qui avaient reçu plus de 500 millions de dollars, d'accord. Et en 2021, on est passé à 15 startups. Donc vous avez une concentration de l'argent dans ce secteur-là qui est importante. Et donc cette concentration, ça veut dire une chose, ça veut dire qu'on commence à avoir des leaders. Et là où au tout début d'un secteur, vous pouvez avoir un peu un comportement avec énormément de personnes qui vont essayer d'arriver dans le secteur. Donc vous allez avoir une multitude de petites compagnies qui vont lever 10, 15, 20 millions, ce genre de choses. Là, on arrive quand même à des choses beaucoup plus sérieuses. Donc ça montre aussi que qu'on est plus proche du marché. Parce que plus les rounds sont importants, plus généralement ça vous approche du marché. Et ça indique quand même que vous êtes proche de quelque chose de sérieux. D'accord. Donc après on a la suite. Donc là ce qui est intéressant c'est quoi? C'est vous voyez les papiers de recherche autour de l'IA. Et l'idée c'est de regarder les papiers de recherche où il y a un travail qui est binational. C'est à dire que vous avez deux équipes qui ont travaillé sur le même papier mais qui sont situées dans deux nations différentes. Et vous regardez un petit peu quelles sont les deux binationalités. Donc en fait les binationalités, ce que vous voyez c'est que le binôme qui me fait le plus
de collaboration dans l'IA, c'est le binôme Chine-USA, d'accord, de façon très très importante, parce que vous êtes sur quasiment 3 fois, enfin un peu moins de 3 fois, allez, 2,8 fois le numéro 2, d'accord, et le numéro 2 c'est United Kingdom, donc les Anglais avec les Chinois, d'accord, qui sont juste là. Et après vous avez les Anglais avec les Américains qui sont juste en dessous. Donc ce que ça montre, ça vous montre que c'est vraiment toujours la même idée, hein. C'est-à-dire que quand vous êtes sur des technologies comme ça, on a un avantage dans le monde actuel, c'est que le savoir circule, et donc on partage de plus en plus le savoir. Et même entre ennemis, on partage notre savoir, parce que beaucoup vous direz, bah beaucoup d'universités ne voudraient pas que leurs chercheurs travaillent avec les Chinois. Bah la vérité, c'est que beaucoup d'universités américaines l'acceptent, tout simplement parce que c'est le meilleur moyen d'avoir des papiers de top qualité, et que ce qui intéresse avant tout une université, c'est d'avoir une recherche de top qualité, et ce qui intéresse les entreprises, c'est la même chose. Donc au bout d'un moment, il y a un principe de réalité dans la recherche, d'accord, qui fait que la recherche est beaucoup moins politisée qu'on ne le croit. Même si, attention, ça ne veut pas dire que la recherche n'est pas politisée, hein. Y a quand même du politique dans la recherche. Voilà, là en ce moment, la Russie fait une utilisation politique de son agence spatiale, donc forcément vous allez avoir moins de papiers de recherche avec des sur la physique ou ce genre de choses entre les physiciens russes et les physiciens américains en ce moment. Mais c'est un phénomène très très temporel, enfin dans une temporalité très très faible, qui va pas durer pendant 10 ans, 15 ans et tout. Alors que le conflit, entre guillemets, enfin la concurrence Chine-USA, ça fait 20 ans qu'elle dure, et pourtant ça n'empêche pas le travail entre ces acteurs. Pourquoi aussi vous avez de plus en plus de travail académique comme ça, avec des gens qui sont partout dans le monde? Parce que comme maintenant, quand vous faites vos études, vous avez tendance à toujours partir à l'étranger, bah vous avez un melting pot qui se crée et des gens se connaissent. Et donc quand vous connaissez quelqu'un qui travaille dans le même domaine que vous avez été en Italie travailler avec lui, bah vous avez plus de chances de faire de la coopération entre université française et université italienne. La même chose, quand vous êtes allé travailler en Australie ou en Chine, bah vous faites de la coopération. Et donc ça c'est quelque chose d'intéressant. C'est aussi intéressant pourquoi? Parce que là où on peut dire que dans les années 1950, et je vous le répète souvent, il y avait quand même une vision de la recherche qui était très centralisée pays par pays, avec une capacité de projeter la science dans d'autres pays qui était assez limitée. Et donc souvent on pouvait avoir... l'URSS travaille dans ce sens-là, les Américains travaillent dans ce sens-là, les Japonais travaillent dans ce sens-là, et les gens se regroupaient assez rarement pour parler, et quand ils parlaient, on faisait très attention à ce qu'ils disaient, parce qu'on avait peur qu'ils balancent des secrets ou ce genre de choses, et du coup, si vous voulez, le melting pot se faisait pas, et donc les erreurs qu'avaient commis les Japonais, elles allaient être commises aussi par les Américains, et après par les Russes, etc. Alors que maintenant, les erreurs qui sont commises par les Japonais, elles sont bien documentées, et donc les autres ont tendance à ne pas les commettre. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont intéressantes, parce que plus vous avez une capacité de dispersion de la science, plus vous allez vite, et moins vous allez répéter des erreurs, tout en ayant toujours l'avantage de cette dispersion, c'est-à-dire que les Japonais vont chercher d'une certaine manière, les Américains d'une certaine manière, les Russes d'une certaine manière, les Français d'une certaine manière. Donc on s'ouvre le champ des possibles, parce que chaque pays ou chaque université va prendre un parti pris dans sa recherche en disant on pense qu'il faut plutôt utiliser cette technologie-là. Et donc ils vont partir sur ça, mais les autres vont partir sur autre chose, et à la fin ça veut dire qu'on s'est ouvert le champ des possibles, et il y a une technologie qui va être plus intéressante que les autres, mais est-ce que c'est très facile de le définir en amont? Absolument pas. C'est pas possible de définir en amont la chose, d'accord? Donc on va continuer. Donc après, là, on a les brevets sur la période 2010-2021. Donc vous avez la courbe rouge, c'est vous demandez à avoir un brevet, et la courbe bleue, c'est on vous accorde le brevet. Ce que vous voyez, c'est qu'en Chine, il y a une grosse course. Pourquoi? Parce que dans les universités chinoises ont tendance à beaucoup communiquer sur leurs applications, et pas sur ce qui leur est donné ou ce qui est donné aux chercheurs.
Donc il y a une course un peu à dès qu'on a une idée, on essaye de créer un brevet par-dessus, on l'envoie à l'agence et on verra bien si on obtient un brevet ou pas. Et on brevette tout dans tous les sens, et puis après on réfléchit à ce qu'on a breveté et comment on peut le monétiser, d'accord? Vous voyez que c'est pas du tout le cas en Europe et aux États-Unis, parce que vous voyez que en gros vous avez 4.8 4.88 et en approuvé on est à 1.81 et aux États-Unis on est à 19.6 en demande et on est en 9.45 en approuvé. Donc en gros ceux qui ont le meilleur taux c'est les Américains, d'accord, avec un taux d'approbation qui est un peu plus élevé que les autres, suivi des Européens, suivi de la Chine qui est très très loin derrière. Pourquoi est-ce que les Américains ont un meilleur taux d'approbation? Parce que depuis très longtemps, les universités américaines ont un chemin pour définir ce qu'elles veulent breveter ou ce qu'elles veulent pas breveter. Elles ont une manière de créer ça, elles ont une manière de les monétiser. Et les universités américaines sont quand même au niveau de l'utilisation du savoir qui est créé par les chercheurs beaucoup plus avancé que les universités européennes, parce qu'en Europe on a tendance à trouver que on n'est pas obligé de mettre un brevet, donc on a un peu cette conception du partage de la science et de se dire que nous on fait de la recherche, mais est-ce qu'on veut faire de l'argent ou ce genre de choses? Pas forcément. Donc on n'est pas très bon sur le niveau des brevets comme ça. En Chine, c'est un peu différent. L'idée, c'est qu'il faut breveter pour obtenir des avantages commerciaux, mais en fait, ils n'ont pas la capacité de définir ce qui est brevetable ou ce qui ne l'est pas efficacement. Donc, leur idée, c'est d'aller inonder les régulateurs de demande et puis après de voir ce qui est admis ou ce qui n'est pas admis. D'accord? Aux États-Unis, on est beaucoup plus dans le contenu et dans quelque chose de qualitatif. Ça vous montre encore une fois l'avance de la recherche américaine par rapport à la recherche chinoise, même si, attention, la recherche chinoise a fait beaucoup d'avancées, les universités chinoises ont bien avancé, mais c'est encore très loin de ce que vous trouvez dans les universités américaines. Après, c'est normal, il a fallu 40 ans aux Américains pour créer dans leurs universités des départements qui s'occupent de poser des brevets, de monétiser les brevets, de créer des startups liées à ces brevets-là, ce genre de choses. Donc forcément, la Chine en 20 ans va pas réussir à faire ce que les Américains ont fait en 40 ans. Sachant qu'en plus, dans le milieu académique, c'est quelque chose qui a besoin d'infuser souvent. C'est-à-dire que même si nous, en France, on mettait en place les mêmes choses que les Américains, on n'aurait pas des qualités d'utilisation des brevets comme les Américains. Parce qu'il faut le temps que ça infuse dans la tête des chercheurs, qu'il y ait des automatismes qui se créent, ce genre de choses. Et ça, c'est un cycle complet. Ça met 15-20 ans à minima. Et comme c'est des choses que vous devez faire étage par étage, vous avez un premier cycle de 15-20 ans et un deuxième cycle de 15-20 ans. On peut se dire que les Chinois devraient arriver au niveau académique à faire ce que font les universités américaines dans leur capacité à produire un travail de qualité et à avoir des brevets par derrière dans 10 ans à peu près. Dans 10 ans, ils devraient avoir à peu près le même niveau. Avec une vision, c'est qu'en Chine, il y a quand même un peu plus d'étudiants qu'aux États-Unis. Donc il y a une capacité de déposer des brevets qui est un peu plus forte. Les universités poussent un peu plus sur la recherche dès le début en Chine comparativement aux USA où ça se fait encore comme à l'européenne plutôt vers la fin de ses études. Donc ça c'est des changements qui vont normalement aussi jouer sur les taux d'application et de brevets obtenus. On continue. Donc là, on est dans ce qu'on appelle la Visual Common Sense Reasoning. Donc là, c'est une sous-branche de la vision assistée par ordinateur. Donc c'est une branche où là, vous voyez, vous avez la baseline humaine. Donc ça, c'est ce que l'humain, nous sommes capables de faire. Donc on est à c'est 85. C'est ça, on est à 85. Et l'intelligence artificielle en 2009 était à 45. Et maintenant elle est à 72. Elle a fait un pas de géant de 2018 à 2019 en montant d'une trentaine de points. Et depuis, c'est vrai que le nombre de points qui monte est assez petit. On grappille entre 1 et 2 points par an.
Alors ça dépend des années, mais on est sur quelque chose de beaucoup plus faible. Pourquoi dans la VCR on a du mal à augmenter et à avoir une vraie augmentation technologique violente? Parce qu'en fait on arrive à un niveau où quand on raisonne avec de la vision assistée par ordinateur, vous voulez définir que telle voiture est une Ferrari et telle voiture est une Maserati. C'est très très simple. L'ordinateur va être capable de le faire. Vous mettez deux voitures stationnées, une est une Maserati, une est une Ferrari, votre IA elle va avoir pas beaucoup de problématiques pour le définir. Ce qui devient plus problématique, c'est quand vous voyez qu'un bout de la voiture par exemple. Et c'est ce qu'on appelle le moment où l'IA doit faire un raisonnement. C'est-à-dire on ne fonctionne pas que sur ce qu'on voit, mais on crée tout un raisonnement derrière et on fait des hypothèses. Et quand on arrive à ce niveau-là, effectivement, l'intelligence artificielle est encore assez faible. D'accord? Elle est moins bonne que l'humain. C'est le problème de raisonnement. Et ça, c'est un problème majeur de l'intelligence artificielle de nos jours. C'est tout ce qui est dans le raisonnement. C'est quand même de piètre qualité à l'heure actuelle. Après, attention, parce que le jour où il y aura des intelligences artificielles et des briques technologiques, que ce soit dans le VCR ou dans d'autres aptitudes, on verra un peu après sur d'autres aptitudes de l'intelligence artificielle, des capacités de raisonner, ça va faire un pas de géant dans l'utilisation des intelligences artificielles et ça va être vraiment majeur. Après, ce qui est intéressant, c'est que dans le VCR, il y a vraiment des gros avancées avec vraiment énormément d'argent qui est mis dessus. Pourquoi? Parce que justement ce VCR, c'est un élément clé pour faire en sorte d'avoir des voitures autonomes dans le futur. Donc c'est vraiment un besoin vital pour certains acteurs. Et donc il y a vraiment énormément d'investissements qui ont été mis. D'ailleurs, vous voyez, on a fait des très grands progrès au début. On était à 0 en 2015 ou en 2014. Enfin, on n'était pas 0, mais on était à 5-10, quoi. Et vous voyez qu'en moins de 10 ans, on a réussi à arriver à 72. Alors après, je vous accorde, aller de 10 à 60 est beaucoup plus facile qu'aller de 60 à 90. D'accord? Mais bon, on est quand même sur une pente. On peut dire, la plupart des acteurs sont d'accord pour dire que sur la technologie VCR, d'ici 2035, on devrait dépasser largement les 85 de l'humain. D'accord? Donc on devrait avoir une courbe qui va se croiser. Donc 2035, c'est dans longtemps, mais c'est pas non plus dans très longtemps. D'accord? C'est après-demain, quoi. D'un autre côté, vous savez toujours ce que je vous dis, c'est qu'on a une vision, on se dit c'est 2035, ça peut arriver en 2028. Voilà, ça peut arriver très très vite. Il y a des briques technologiques sur lesquelles il faut qu'on avance massivement, ça en fait partie. Après, quand est-ce qu'on réussira à avoir une avancée massive, c'est toujours un peu complexe et on peut jamais le prévoir à la bonne date. Donc généralement, vous avez des gens comme Elon Musk qui vous diront demain on y arrive, et puis après vous avez comment ça s'appelle, des chercheurs qui vous diront pas avant 20 ans, pas avant 30 ans. Bon, généralement, le modulo, il est entre les deux. D'accord? Ça dépend aussi massivement de combien vous mettez d'argent dans la machine. Et là, on peut se dire que comme vous êtes sur une techno qui est vitale pour l'autonomie des voitures, des bus, de ce genre de choses, vous avez des chances que de l'argent soit mis sur la table de manière massive et donc qu'on avance assez vite. Là, on a la même chose. Donc là, c'est sur l'analyse du langage humain. D'accord? Donc vous voyez, l'homme, en gros, il est à 90, d'accord, ici. Quand vous êtes sur des choses simples, d'accord, analyser des textes très simples, l'intelligence artificielle, elle est déjà meilleure que l'humain en moyenne. Parce qu'elle fait 91.82, alors que l'humain est à 90. D'accord? Par contre, dès que ça devient un peu plus compliqué, c'est-à-dire que le texte a des trous, le texte est plus difficilement compréhensible parce qu'il fait appel à plusieurs notions, vous voyez que par contre, là c'est beaucoup plus compliqué. L'humain est toujours à 90, c'est le score. Par contre, l'intelligence artificielle est à 69.29. Alors ce que vous voyez par contre, c'est que la courbe de progression est bien plus rapide là-dedans que dans le reste. Alors pourquoi est-ce que la courbe de progression est plus rapide entre guillemets dans l'analyse du langage que dans l'analyse des objets et la visualisation?
bah, c'est assez simple, c'est parce que les principales utilisations de l'analyse du langage comme ça, c'est pour faire de la traduction. Or, vous avez tous les acteurs du secteur, Google et compagnie, qui adorent faire ça. Et vous avez un autre intérêt, c'est faire de la modération de contenu. Et donc là, vous allez trouver des acteurs comme Facebook, dont on avait parlé avec leur nouvel super calculateur qui doit faire tourner une IA pour faire de la modération de façon optimale. Donc vous voyez que c'est des gens qui vont investir massivement, qui vont traiter des bases de données considérables. Et donc forcément, ces gens-là, ils doivent s'améliorer dans le temps. Mais bon, ils ont encore du mal sur certains points et sur certaines manières de faire. Après, dès que sur test hard, on passera les 90, la capacité de faire apprendre et de faire ingurgiter énormément de données, même des données qui ne sont pas forcément optimalement agencées à une IA, sera bien facilitée. Donc ça, c'est aussi un moment assez clé. Ça vous montre aussi une chose, c'est qu'on est encore largement à l'ère de l'IA de spécialité, hein, et ça je vous le dis depuis longtemps. C'est-à-dire que vous avez deux missions dans l'IA, vous avez l'IA forte et l'IA faible, avec une IA qui est une IA plutôt de spécialité et une IA qui est plutôt généraliste. L'IA généraliste, on n'est pas du tout encore là, parce que l'IA généraliste, il faudrait avoir une capacité d'apprentissage, il faudrait avoir une capacité de raisonnement, ce que n'ont pas du tout la majorité des IA. La plupart du temps, on est dans de la spécialité et vous avez quelques rares acteurs, d'accord, qui sont capables de créer du raisonnement, mais en fait, ils ne créent pas vraiment du raisonnement. Ils créent une multitude de blocs de spécialité, ils les agrègent ensemble et en les agrégeant ensemble, ça donne un ersatz de raisonnement. C'est ce que fait Palantir ou DeepMind à l'heure actuelle, mais c'est pas un vrai raisonnement. C'est-à-dire que au niveau vraiment fondamental, c'est pas vraiment du raisonnement, mais c'est plus de l'addition d'IA de spécialité qui arrive du coup à créer un pseudo-raisonnement. Mais c'est pas encore un seul programme qui, mis tout seul, va capter de la donnée à droite, à gauche, et puis va faire sa vie et va développer quelque chose. D'accord ? Là, vous voyez, vous avez le nombre d'étudiants qui sont en computer science aux États-Unis, d'accord. Et là, c'est le nombre de doctorants. Donc, vous voyez que pendant un certain temps, de 2010 à 2013, on a été assez stable, d'accord. Et depuis 2013-2014, il y a une grosse hausse. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que par exemple de 2019 à 2020, vous avez une hausse des doctorants en computer science aux États-Unis qui est de 11%. Alors que le nombre total d'étudiants de computer science, donc c'est-à-dire ceux qui sont doctorants et ceux qui sont en premier cycle, d'accord, au tout début, donc dans les premières, deuxième, troisième années, il est en hausse de 7%. Ça veut dire que vous avez de plus en plus d'étudiants qui vont sur le doctorat et sur ce genre de choses. Et ça, c'est des choses qui sont intéressantes parce que, comme je vous le raconte depuis le début, plus on a de personnes qui font des doctorats, plus on a de personnes qui cherchent à des hauts niveaux, plus vous avez de chances de trouver quelque chose. C'est assez basique. C'est-à-dire, si tout le monde se met demain à chercher de l'or, vous avez plus de chances de trouver de l'or que si on est 4 à chercher. C'est un peu... c'est basique, c'est un peu con, mais c'est un principe de base. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça montre l'appétence des sociétés, parce que vous ne pouvez pas dire, vu la hausse des coûts d'inscription aux universités américaines, que la majorité des gens ont décidé que maintenant ils voulaient absolument faire un doctorat. Non. Ce qui fait que la majorité des gens vont faire un doctorat, c'est que la plupart des doctorants maintenant aux États-Unis en computer science, ils arrivent à avoir des bourses ou ils arrivent à avoir des part-time avec des entreprises de la Silicon Valley qui, elles, sont friands de plus en plus de ces recherches fondamentales parce que pour eux, c'est un game changer. C'est-à-dire que pour Google, pour Microsoft, pour Apple ou pour Facebook, le quantique, c'est l'avenir de l'informatique. Donc le premier qui va faire des vraies avancées dans le quantique et qui va vraiment avoir un avantage concurrentiel, il prend un lead considérable sur l'informatique de demain par rapport aux autres. Et donc forcément, si par exemple vous êtes bon dans le quantique et vous avez pris un lead, bah, ça veut dire que vous avez une capacité d'aller disrupter par exemple des acteurs comme AWS, de Amazon ou ce genre de choses. Donc vous comprenez pourquoi ces gens-là investissent de plus en plus massivement dans les doctorants, parce que c'est ceux qui cherchent. Et plus vous en avez, plus vous avez de chances de trouver. Sachant que la problématique de ces gens-là n'est pas de maximiser
les personnes qui vont trouver. La problématique de ces gens-là est juste de tomber sur la bonne personne qu'ils vont trouver. Parce que comme ils ont un argent qui est quasi infini, ils peuvent s'amuser à déployer énormément de capital et à en perdre 99% du temps. Leur intérêt, c'est que 1% du temps, ça crée quelque chose de miraculeux qui garantisse le fait que la société va continuer à exister dans 10-15 ans. Alors que s'ils commençaient à se dire, on va essayer de maximiser notre retour sur investissement sur nos chercheurs, et ben ils se concentreraient sur quelques chercheurs, ils auraient moins de chances de trouver, et par contre si quelqu'un trouve sur le quantique avant eux ou sur ce genre de choses, bah la problématique c'est que leur société, elle peut perdre énormément de sa valeur. Parce que quelques technos de rupture peuvent complètement rebattre les cartes pour ces acteurs-là. Donc ces acteurs-là, ils surinvestissent pour s'assurer d'avoir plus de chances de gagner. Voilà. Au même titre que le Paris Saint-Germain empile des stars pour avoir plus de chances de gagner. C'est pas parce que vous empilez des stars et que vous mettez beaucoup d'argent que vous allez forcément gagner. Mais c'est sûr que c'est plus facile de gagner quand vous avez Mbappé, Neymar etc. que quand vous êtes Bordeaux avec avec Costil et quelques joueurs. Même si, attention, faut pas critiquer les joueurs de Bordeaux, c'est des joueurs de foot, de qualité et tout, mais bon, vous voyez, il y a une différence de niveau, parce qu'il y a une différence de moyens.